peut-être que il sera plus malade. Et puis il faut aussi rester humble, c'est très important pour un alchimiste, rester humble devant l'ampleur du travail. C'est ce qu'on peut encore trouver dans cette nouvelle, cet escalier qui descend, pour lequel on est obligé de se baisser, dont on ne peut pas se souvenir des marches. Oui, tout à fait. J'ai du mal à dire ça, puisque la modestie est la seule qualité dont on ne peut pas se vanter. Eh oui. Donc j'ai un peu du mal à parler de ça. Mais la clé, c'est de se dire, on est dans chaque chose et chaque chose est en nous. Donc la nature, moi je suis très fractionné, je suis un individu par rapport à l'univers. Donc je ne peux être qu'humble devant l'immensité de ces natures, mais aussi prendre conscience de ma réalité, de mon importance. C'est pas non plus de la flagellation en disant, moi petit vaisseau perdu dans l'univers. Non, je suis aussi essentiel. Et on peut dire aussi, c'est peut-être un peu vaniteux, mais intéressant en tout cas pour moi, la différence entre le profane et l'initié, c'est que le profane imagine qu'il est un petit point perdu dans l'univers, alors que l'initié sait que l'univers est un petit point perdu dans lui. Y a-t-il encore un autre personnage qui vous paraît important dans l'histoire de l'alchimie ? Oh, il y a Fulcanelli, qui est, parce que surtout il est proche de nous, et ça semble être celui qui a réussi un certain nombre de choses. Il est peu probable qu'il ait vraiment existé. Il est peu probable. Le plus probable, c'est que ce soit un collectif, finalement, et que ce soit Dujol, qui était un alchimiste contemporain, qui ait vraiment fait les choses, parce qu'il était proche de Cancelier aussi. Mais ça, encore une fois, qu'est-ce qui est le plus beau ? Finalement, est-ce la vérité du personnage, ou est-ce l'ambiance, le mystère qui fait planer autour de nous ? Mais il y a deux alchimistes qui sont intéressantes, parce qu'on parle toujours de l'alchimie au masculin, c'est faux. Il y a des femmes qui travaillent aussi l'alchimie. Et il y en a une, ancienne, qui travaillait sur les plantes, et elle en avait assez que ses préparations, elles brûlent tout le temps. Alors elle a trouvé un moyen, elle a pris un bac qu'elle a rempli d'eau, elle a mis ses ballons à l'intérieur, et elle s'est rendue compte quand on chauffait l'eau, quelle que soit la température du feu, eh bien l'eau restait toujours. Elle s'appelait Marie la Juive, et elle a inventé le bain-marie. Donc je pense à Hildegard von Bingen, qui a fait des traités sur les plantes, et qui est une des seules femmes qui a laissé de la musique. Donc c'est une voie indifféremment ouverte. Et en dehors des alchimistes très connus, il y a quelques alchimistes qui sont ouverts. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'affranchit de toute religion, de toute culture, de toute croyance. De tout temps, les alchimistes juifs ont donné leurs secrets à des alchimistes arabes, qui ont donné le même secret à des chrétiens, sans aucun problème. La question ne se pose pas. Donc, par là même, et en dehors des individus qui sont précieux parce que ça fait jouer notre imaginaire, il y a une quête beaucoup plus profonde qui s'affranchit de l'individu et qui est une quête pour moi de rassemblement au-delà de toutes les différences. Il y a des personnages dont on parle énormément et dont on a l'impression qu'ils ont marqué leur époque. Léonard de Vinci en ferait partie Alors, il est assez probable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période-là, il y a eu un creuset. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu quelque chose sous la fin de François Ier. François Ier qui avait une peur bleue des alchimistes d'ailleurs, parce que quand il était jeune, il a pris une bûche enflammée dans la figure et il l'a pris sur le côté du visage. C'est d'ailleurs pour ça qu'il portait une barbe, ce qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. Et comme il n'a pas été tué par le feu, il a pris comme emblème la salamandre, qui est quand même un emblème des alchimistes. Et la salamandre couronnée, ça veut dire celui qui est capable de maîtriser le feu. Et à cette période-là, beaucoup d'alchimistes, beaucoup de cherchants se sont rencontrés. Alors, un peu après, surtout sous Henri II et Diane de Poitiers, bien sûr, qui est un couple alchimique, où ils ont travaillé, je pense à la tapisserie La Dame à la licorne, où le plus probable, c'est que ça soit Diane de Poitiers qui soit dessus. Et pour l'alchimiste, ça a toujours été une clé. Parce qu'il n'entend pas Diane de Poitiers, lui, il entend Diane de Poitiers. Le tiers du poids de Diane. Et Diane, c'est la lune. Et la lune, c'est un rapport avec les métaux, c'est l'argent. Donc on nous dit, tu utiliseras le tiers du poids d'argent. Donc dans le nom même du personnage, on va avoir des clés de travail. Mais je pense bien sûr à Paracels, mais je pense bien sûr à Rabelais. Alors Léonard de Vinci, c'était sur la fin de sa vie, mais ils se sont rencontrés forcément, puisqu'il est allé à la cour de François Ier. Et Rabelais, lui, il le met dans ses textes, il parle d'alchimie textuellement. Et il utilise la langue des oiseaux, c'est-à-dire que, page 4 de son premier livre, il en a écrit 5, dont un apocryphe, le dernier, il dit « Seul celui qui connaît la langue des oiseaux pourra comprendre mes textes. Et comme l'apothicaire, au lieu de regarder la boîte, ouvre-la pour trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme le chien casse l'os pour en trouver la substantifique moelle. » Alors arrêtons-nous sur cette langue des oiseaux, sur cette langue des serpents. C'est quoi exactement ? Alors la langue des oiseaux, c'est la manière que les alchimistes ont de se transmettre les secrets de fabrication. Alors, il y a 3 manières d'entendre cette langue des oiseaux. La première manière, c'est le jeu de mots.
C'est par exemple, vous portez une paire de lunettes, eh bien on peut entendre lunettes. C'est bien ce à quoi sert l'objet. Donc, à travers ces jeux de mots simples, ça c'est la première manière, on peut par exemple refaire la création. On peut dire un jour, l'être humain. On va entendre un jour l'être U, du verbe avoir, des mains. On le voit arriver. Et debout, il est devenu debout. Là, on le voit se lever. Et là, on commence notre quête. Cet homme debout, il va commencer à être un apprenti sage. Et pour ce faire, il va faire 3 pas sages. Et bien sûr, quand il aura fait ces 3 passages, il pourra trépasser. Vous voyez, j'utilise que les mots, et finalement, ça nous donne un certain nombre de quêtes. On sait déjà qu'il va falloir utiliser 3 étapes à l'intérieur de notre art. Alors pourquoi 3 étapes ? Parce qu'on parle autour de nous de la matière. Et quand je parle de la matière, j'entends l'âme à tiers. Et si l'âme à tiers, eh bien il y a 2 tiers d'autre chose. Donc, on avait l'or tout à l'heure. Avec le mot or, par exemple de l'alchimiste, je vais trouver un secret. L'or, on l'a vu tout à l'heure, c'est peut-être l'eau qu'on est allé chercher dans l'air. Mais cet or, je vais aller la chercher quand ? Mais à l'or, bien sûr. Et à quel endroit ? Mais du côté de l'or riant, pas où c'est oxydant. Donc je sais quoi aller chercher, c'est l'eau qui est dans l'air, je sais quand, le matin, l'aurore, et je sais où, tourner vers l'est, l'Orient. N'y a-t-il pas le danger d'une interprétation différente pour chacun, un peu comme ceux qui étudient des quatrains, par exemple ? Si, on pourrait, mais bien qu'il y ait des choses très précises, et c'est pour ça que c'est souvent corroboré avec des dessins, avec des gravures ou avec d'autres textes. Quand je parlais tout à l'heure de Diane de Poitiers, et j'ai dit Diane de Poitiers, et ben si vous regardez la tapisserie, vous verrez que son drapeau, son écu, c'est une bande bleue avec 3 croissants de lune. Donc on retrouve le tiers du poids d'argent. Sinon, bien sûr, on pourrait aller à toutes les élucubrations. Mais il y a des choses qui marchent quand même pas mal. Je pense par exemple à ceux qui possèdent la langue des oiseaux, évidemment les enchanteurs, c'est la moindre des choses. Eh bien Merlin, par exemple, Merlin, lui, il garde le passage entre l'Orient et l'Occident. Et pour les Bretons, eh bien, où on est Occident, c'est-à-dire vers l'Ouest, on dit encore aujourd'hui, quand on demande à un vieux Breton comment tu vas et qu'il dit je rame vers l'Ouest, c'est qu'il va pas bien. Et on le dit encore aujourd'hui dans notre langage courant, quand on dit à quelqu'un comment tu vas, il dit je suis à l'Ouest, on pourrait se poser la question, c'est parce qu'on est Occident. Et notre Merlin, lui, qui est à l'endroit où il garde le passage, donc au Finistère, à l'endroit où la Terre se finit, eh bien, il va faire le passage d'un monde à l'autre. Et pour faire le passage d'un monde à l'autre, il va utiliser son marteau. Et pour ça, il a besoin de 2 clés. Et les clés, on les a sur nous, ces clés. Celle de l'Orient et celle de l'Occident, petites clés, clavicules. Et donc, avoir des clavicules, c'est avoir des petites clés. Donc, pour ouvrir les portes, il va utiliser son marteau, et grâce à son marteau, il va casser ces petites clés, un côté, l'autre côté, et ensuite, il va effronter pour faire passer d'un monde à l'autre. Et c'est, par exemple, l'adoubement des chevaliers. Et remarquez que son marteau existe toujours aujourd'hui et s'appelle toujours un Merlin. Donc, on va avoir des clés qui vont mélanger des cultures et des mélanges de langues aussi. Parce que là, je vous l'ai fait en français, mais il est évident que la question qu'on pourrait se poser, on dirait, c'est facile ce qu'il nous dit. Mais on peut prouver que ça marche dans des tas d'autres langues. Bah oui, ça marche dans toutes les langues, mais pas en transposition directe. Je vais pas prendre le même mot dans une autre langue. Donc, la langue des oiseaux va être quelque chose d'essentiel, de très important, en tout cas à ce premier niveau. Le second niveau, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un jeu de mots, mais il y a une clé. C'est l'alcool qui cache le col à l'intérieur. Et enfin, la troisième partie qui est vraiment intéressante, c'est lettre par lettre. Chaque lettre a un sens, et la manière dont chaque lettre s'articule avec sa voisine donne d'autres clés. Alors par exemple, il y a une lettre par élément. Le F pour le feu, le O pour l'eau, on l'entend. Le R pour l'air, on l'entend. Et le T pour la terre. Eh bien, par les 4 éléments, par le feu, l'eau, l'air et la terre, vous êtes fort. Par contre, si vous avez commencé à faire quelque chose, mais que vous ne l'avez pas réalisé, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas mis dans le réel, vous retirez le T de la terre, et vous travaillez dans votre fort intérieur. C'est que, en fait, tout est évident sous nos yeux. Les signes sont à tous les carrefours, à chaque moment, à chaque ici et maintenant de notre vie. Seulement, tout le monde n'a pas les oreilles pour entendre. Sans aucun doute, mais tout le monde n'a pas le même chemin à suivre. C'est-à-dire que la voie, justement, on ne peut pas traîner quelqu'un sur une voie de force. Par conséquent, si tout est là, si on présente un certain nombre de choses, on a coutume de dire, eh bien, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je pense que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que la quête, si elle est saupoudrée comme ça un petit peu partout,
c'est pas dans un souci de dire c'est un élitisme et on va permettre qu'à quelques savants de pouvoir atteindre cette connaissance. Mais je pense qu'au contraire, c'est ceux qui sont capables de se dépouiller du superficiel sont capables de tomber sur l'essentiel. Je pense que tous ceux qui ont trouvé quelque chose, c'est des gens qui étaient simples. C'est des gens qui sont allés effectivement à cet essentiel et qui ne se sont pas posé la question du pourquoi et du comment des choses. Oui, mais alors il y a ce paradoxe dans ésotérisme, donc caché, et pourtant on ne nous cache rien, tout est là sous nos yeux pour qui sait les voir. Mais je pense que le paradoxe, il est uniquement chez nous. C'est-à-dire que toutes les choses sont là, il y a plus de magie dans un brin d'herbe qui pousse que dans tous les bouquins qu'on pourra lire. C'est autour de nous, mais est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter et de regarder seulement autour de nous, sans se poser la question de la motivation, sans se poser la question est-ce que l'univers prémédite un certain nombre de choses. Nous, on fonctionne comme ça. Et je pense que c'est un petit peu notre problème, c'est qu'on a la notion du temps qui passe. On a un esprit chronologique, la logique du temps. Et le problème, c'est ce qu'on cherche, nous, c'est l'unité. C'est-à-dire, c'est la perception de l'unité. Comment voulez-vous percevoir l'unité avec un outil qui fractionne ? C'est pas possible. Donc, à un moment, il va falloir qu'on cesse de fonctionner comme on a l'habitude de le faire. Et évidemment, c'est difficile pour nous parce qu'on a toujours fonctionné comme ça et ça nous semble rassurant. La quête aussi est la première question qu'on pourrait poser à quelqu'un qui veut suivre une quête. Je parle pas de quelqu'un qui fait de l'ésotérisme pour améliorer sa vie quotidienne. Ça, c'est ce que j'aime bien appeler les matérialistes de la spiritualité. C'est-à-dire que moi, je vais suivre un stage de quelque chose parce que j'ai mal aux pieds. Après, je vais suivre un autre stage d'autre chose parce que je suis pas bien dans ma maison. Mais en aucun cas, ça me fait avancer moi. Ça m'enferme au contraire dans un système. C'est-à-dire si je sors d'un système qui me convient pas pour rentrer dans un autre système magico-lyrique, bah c'est exactement la même chose. C'est pas la peine de sortir d'un système pour rentrer dans un autre. Oui, il y a aussi le matérialisme spirituel cher à, par exemple, Chögyam Trungpa, à savoir que vous voyez comme je progresse, c'est-à-dire la récupération par l'ego de chaque parcelle d'avancement. Tout à fait, bien sûr. C'est évident. Donc je pense qu'à un moment, et c'est la question qu'on doit se poser, ou qu'on doit éventuellement poser à quelqu'un qui veut suivre une quête, cette fois, c'est qu'est-ce qu'il est prêt à perdre ? Et la réponse, ça va être tout. C'est-à-dire qu'on parle dans d'autres doctrines de détachement, ça veut dire que si on veut suivre une quête, finalement, on ne doit pas avoir de désir. Alors ça veut dire quoi ? On doit dire, ça y est, il nous fait le coup de l'ascétisme, et on va manger 3 carottes, et puis on va prier 25 heures par jour. Encore que 3 carottes, c'est beaucoup. Oui, vous voyez, comme quoi, j'étais déjà dans les excès. Ne pas avoir de désir, ça veut dire que je prends tout ce qui passe. Ça veut pas dire que je prends pas ce qu'il y a autour de moi. Un désir, ça veut dire que je concentre toute mon énergie vers quelque chose d'hypothétique. Et par conséquent, je me prive de tout le reste. C'est-à-dire que si je n'ai pas la chose que j'ai désirée, ça y est, ma vie est ratée, c'est foutu. Et je regretterai toute ma vie, cette chose-là. Par contre, si je ne désire rien et que je prends tout ce qui passe, c'est-à-dire ça revient à la proposition de tout à l'heure qui disait « Vivons la perfection du moment présent », ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, d'avoir des projets, ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, d'agir, parce que ne pas avoir de désir dans ce sens-là, ça ne veut pas dire non plus « je m'assois puis j'attends que ça vienne ». On a un mouvement, il se passe quelque chose, on suit l'air du temps quand même. Mais on n'est pas braqué vers quelque chose et quand quelque chose nous dépasse, on est capable de le lâcher. C'est-à-dire qu'on doit être ravi de ce monde, et ce monde est une merveille, on goûte chaque chose, c'est merveilleux de respirer, c'est merveilleux de voir des gens autour de soi, tout est incroyablement extraordinaire autour de nous. Mais on doit être capable de partir de chez soi en claquant la porte sans l'ombre d'un regret. Ça veut pas dire que c'est facile. Hein. Claquer la porte, justement. Traditionnellement, il y a toujours une porte, un seuil à franchir, mais il semblerait que la clé soit déjà sur la porte. Ah oui, bien sûr, la clé, on l'a. Je veux dire, on est les geôliers de notre propre serrure, de notre propre cellule, pardon. J'étais resté sur la clé. C'est nous qui sommes enfermés. On peut dire qu'un homme libre est celui qui sait qu'il a des chaînes. Donc il va prendre conscience d'abord de ses chaînes, et puis ensuite, progressivement, en partant de lui-même, toutes les voies vont commencer par nous. On n'est pas des gens qui disent « moi je vais aider les autres, comme ça moi je vais aller bien ». Ça c'est un leurre, c'est une parabole qui dit quand un aveugle guide un aveugle, les deux tombent dans le trou. On doit donc commencer par soi. Je ne vais pas non plus abandonner mon monde, me réfugier dans un monde spirituel en abandonnant cette réalité-là, en me disant « Ah, ce monde-là, c'est affreux, moi je suis au-dessus de ça ». Là non plus, ça marche pas. On aide la matière, on aide la viande. Donc à partir de là, c'est de là qu'il faut partir. Et c'est bien pour ça que travailler sur soi, c'est pas de l'égoïsme. Tout ramener à soi, c'est de l'égoïsme. Donc toutes les quêtes vont passer par
Moi, j'abandonne tout ce qui me fait souffrir, j'abandonne tout ce qui m'est désagréable, et j'essaye de vivre le mieux possible dans un moment présent. À ce moment-là, la porte n'existera même plus, parce que la porte, elle est plus dans ma tête que d'un point de vue physique. Il y a quand même un sacré paradoxe, enfin, de nombreux paradoxes dans cette aventure, c'est-à-dire qu'il faut une once d'ego pour s'acheminer vers le non-ego. On peut dire qu'au début, oui, c'est-à-dire que la première motivation qu'on va avoir, elle est forcément égotique, parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Et c'est une bonne nouvelle qu'on ne sache pas ce qu'on cherche. Parce que si on savait, on pourrait trouver que ça. Et comme c'est pas dans notre réalité ordinaire, eh bien, pour trouver, si je puis dire, la pierre philosophale, il faut pas la chercher. Donc la motivation peut pas être celle de la philosophie. Ça peut être moi je vais connaître des choses que les autres ne connaissent pas, ça peut être je vais trouver l'or, ça peut être je vais trouver l'immortalité, je vais sortir de mon milieu, je vais sortir d'une vie qui me déplaît. Je pense que ça c'est les premières motivations. Moi ça a été la curiosité. Ça a été de se dire ben voilà, moi j'ai travaillé dans un milieu standard, j'ai appris un certain nombre de choses sur la matière, et s'il y avait autre chose, peut-être qu'il y a un autre éclairage. Peut-être même pour le démonter au début, pour dire qu'est-ce que c'est que ce fatras de superstition moyenâgeuse, et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose. Sauf que, quand je me suis tourné vers ça, je suis tombé sur un vieux bouquin d'alchimie, et il y avait des expériences à faire. Et comme moi, je me suis dit, il faut que je touche, parce qu'on peut me raconter n'importe quoi, mais le plus important, c'est quand même de vivre l'expérience soi-même, ben, j'ai essayé, et puis il s'est passé quelque chose. Et là, ben, j'étais obligé d'en venir aux conclusions, de dire, bah, il y a autre chose. Et ça a été mon moteur. Et petit à petit, j'ai cessé d'attendre. Et quand j'ai cessé complètement d'attendre, ben là, j'ai commencé à trouver un certain nombre de choses auxquelles, bien sûr, je ne m'attendais pas. Vous pouvez développer cette expérience, plus précisément, celle qui vous est particulière et qui n'est pas forcément généralisable. Non. C'était sur quel support? Oui, bah, c'était de travailler sur des métaux et des modes de cristallisation. Par exemple, un métal, quand il cristallise, vous savez, comme par hasard, bien sûr, que tous les minéraux qui sont sur Terre, métaux y compris, cristallisent selon 7 modes différents. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que souvent le 7 est une valeur qui nous semble mystique, ésotérique, ben, on s'aperçoit que c'est une valeur physique aussi. Par exemple, pour faire tous les éléments qui sont sur Terre, je parle pas des transuraniens, c'est-à-dire ceux qu'on a inventés depuis, mais ceux qui existent, eh bien, il faut 7 couches d'électrons. Donc, c'est comme si, quelque part, eh bien, ce 7, il était quand même inscrit. Et par conséquent, quand un minéral cristallise d'une manière, je peux le fondre autant de fois que je veux. Quand je vais le recristalliser, bah, il cristallisera toujours de la même manière. Eh bien, on s'aperçoit qu'on peut modifier le mode de cristallisation. Et ça n'existe pas, ça. Pourtant, on peut le prouver. Alors, quand j'ai vu cette expérience-là, bah, c'est un peu étonnant. Et c'est expliqué par vos collègues? Ah non, c'est pas du tout expliqué, mais ça a assez peu d'importance, finalement. Il faut partir du principe qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on ignore que de choses qu'on connaît. Il y a un phénomène qui est assez intéressant. C'est que, même d'un point de vue à la fois physique et à la fois ésotérique, c'est, vous prenez de l'eau pure, vous la mettez au congélateur, elle ne gèle pas. Ça veut dire que l'eau n'a même pas son message de cristallisation. Elle ne sait pas comment se cristalliser. Elle n'a pas l'information? Non, elle ne sait pas. Pourtant, on voit bien de la glace, donc sous certaines conditions, ça doit bien se cristalliser. L'autre preuve qu'on peut donner, c'est, bah, si vous est arrivé de prendre l'avion, on a toujours le pilote qui a un malin plaisir de dire dehors il fait moins 50, pourtant vous passez dans des nuages. Bah, c'est pas possible. Parce qu'à moins 50, les nuages, ils devraient être durs, hein. Donc vous ne devriez pas passer dedans. Donc s'ils sont pas durs, ça veut dire que l'eau, même s'il fait moins 50, elle ne sait pas se cristalliser. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau très pure. Elle s'est évaporée, on appelle ça un phénomène de surfusion. Maintenant, je prends cette eau que j'ai mis dans mon congélateur, je la sors, je prends un de mes cheveux, je la mets dedans. À la seconde où mon cheveu va toucher l'eau, elle va se prendre en glace. Parce que sur mes cheveux, il y a des poussières, des cristaux donc. Donc l'eau va prendre le mode de cristallisation. Elle va dire « Ah, c'est comme ça qu'on se cristallise ». Et là, elle va devenir dure. Ce qui veut dire que l'information est capable de passer à l'intérieur de la matière. Bah ça, c'est quelque chose qui semble magique, qui semble être de la science-fiction. Et quand on en parle aujourd'hui, il y avait Benveniste qui avait essayé de faire ça un peu il y a quelques années sur l'histoire de la mémoire de l'eau. Bah, il est hors de question de penser à ce genre de choses, parce que c'est quasiment de la magie, c'est pas quantifiable, c'est pas mesurable. On a vu quelle difficulté il a eu dans le milieu scientifique actuel, totalement fermé, préférant ne pas savoir pour ne pas avoir à changer de paradigme. Oui, mais c'est ça. Après, c'est la règle d'investissement. C'est-à-dire, quand j'investis de l'énergie dans un sens, ben, il va falloir que j'ai investi au moins autant d'énergie accumulée pour en sortir. Donc, des gens qui ont travaillé toute leur vie dans un système, bah, imaginez la quantité d'énergie que ça va leur demander. On va leur dire, vous savez, tout ce que vous avez fait, c'est des âneries, on va faire autre chose.
C'est difficilement concevable. Non, il va falloir peut-être être patient et attendre qu'ils disparaissent. La patience, sans doute, je suis pas sûr qu'ils partagent votre enthousiasme, eux-mêmes. Mais bon, je pense qu'il faut aussi accepter qu'il y ait des gens qui suivent un chemin qui soit le leur, et puis finalement suivent le nôtre. Dans le sens où la connaissance, quoi qu'il se passe, on le voit par expérience, on parlait un petit peu de l'histoire de l'alchimie tout à l'heure, c'est une tradition qui existe d'une manière ininterrompue depuis 7000 ans, c'est-à-dire 5000 ans avant notre ère, c'est-à-dire qu'on a des traces écrites 5000 ans. Ça ne veut pas dire que c'est pas antérieur, mais on n'en sait rien. Mais on peut dire que s'il y a quelque chose qui perdure pendant 7000 ans, doit bien y avoir quelque chose derrière. Malgré toutes les inquisitions diverses et multiples, malgré toutes les certitudes, malgré tous les gens qui maintenaient un pouvoir, mais je pense que dans le milieu scientifique aujourd'hui, il y a des gens intelligents, il y a des gens ouverts, et il y a des gens qui sont prêts à changer de point de vue, sans aucun doute. Comme dans le milieu ésotérique, il y a des gens bornés, il y a des gens dogmatiques, il y a des gens qui refusent aussi toute chose. Je pense que c'est pas si simple que ça. Oui, Patrick Bernsteinias, vous parlez il y a un instant de Jacques Benveniste, mais parlons aussi de Emoto, qui a découvert que tout un chacun peut s'amuser à geler de l'eau, puis ensuite, avec un microscope puissant, en examiner les cristaux. Vous appréciez ces travaux, j'imagine, et pouvez-vous nous expliquer pourquoi les cristaux ne sont pas produits systématiquement, rigoureusement, selon un format standard, mais évoluent selon l'environnement, la personne, l'opérateur, voire, par exemple, les images sur lesquelles l'eau a été reposée avant d'être gelée? Je pense que les cristaux ne font que matérialiser une information. Donc tout ce qui va modifier cette information, tout ce qui va altérer cette information, va jouer bien sûr sur la composition d'un cristal. Un cristal, pour qu'il soit pur, et là on rejoint finalement l'idée de la quête, il faut qu'il soit aligné, c'est-à-dire que toutes les mailles cristallines soient dans le même sens. Et c'est un peu cette histoire d'alignement, de quête, de droit chemin, parce que la lumière peut passer dans un corps que s'il est parfaitement aligné. Donc, si l'expérimentateur envoie une information parfaitement cohérente, c'est-à-dire sans interférence, sans perturbation, je pense que le cristal sera parfaitement cohérent. Il sera en tout cas symétrique, il sera pur, il sera aligné. Maintenant, si l'expérimentateur envoie une information très cohérente, mais que le lieu est très agité, je pense que le cristal sera la collision entre ces deux informations. Si je prends la même cristallisation et que je mets un dessin, que je mets une forme, les couleurs émettent une énergie, c'est une évidence. On parle de couleurs chaudes et de couleurs froides, donc ça veut dire qu'il y a bien des couleurs qui absorbent quelque chose et il y en a bien qui réfléchissent quelque chose. Par conséquent, si notre œil est sensible à ça, et c'est mesurable, si je fais un électroencéphalogramme pendant que je regarde quelque chose, c'est bien de l'énergie que je vais voir, donc pourquoi cette énergie agirait pas sur un mode de cristallisation ? Pour la couleur, ça, je comprends que ce soit pour vous facile de l'expliquer à un de vos collègues, mais pour la puissance d'un mot, c'est une autre affaire. Mais si, la puissance d'un mot, c'est de la vibration, c'est la même chose. Il y a des chanteurs qui font claquer des vers rien qu'en chantant, donc on a bien sûr ces fréquences. Certes, j'entends, mais d'un mot écrit. Mais même un mot écrit, il n'y a pas de différence. Pour moi, l'univers, je parlais du fil tout à l'heure, ça veut dire que tout est tissé avec le même fil. Il se trouve que la vague de perception est tellement vaste que mon organisme ici humain, pour pouvoir percevoir toutes les fréquences différentes de l'univers, a besoin de fenêtres de perception différentes. Si la vibration est une certaine fréquence, pour moi, ce sera du toucher. Si j'augmente un peu la fréquence, ça sera de l'ouïe. Si je l'augmente encore, ça sera de la vision, du goût. Mais c'est toujours la même chose. On peut dire, d'ailleurs, il y en a qui le disent, des gens qui sont calés, par exemple, sur l'ouïe, ils vont entendre les couleurs. Exactement. Donc, par conséquent, et même un mot, vous regardez un mot, pour vous, il est chaud, il est froid, il a une tonalité. Donc, si votre intellect, et je dirais même pas votre intellect, c'est-à-dire que, instinctivement, si vous réagissez à un mot, à quelque chose, pourquoi la matière ferait pas la même chose ? Là, pour ce qui est d'entendre les couleurs ou de voir les sons, là, il s'agit d'un changement d'état. Ce n'est plus par le mental, l'intellect que ça fonctionne, il s'agit d'un état d'être. Mais raison de plus. Je pense que la matière est encore plus proche d'un état d'être que nous. Donc, par conséquent, elle doit être beaucoup plus sensible parce qu'il est peu probable qu'elle passe par autant d'interprétations de l'information. D'autant plus que les minéraux ont une particularité, c'est qu'ils contiennent naturellement une énergie qui circule à l'intérieur. Je prends un quartz, par exemple. Si vous prenez ce quartz-là et que vous le pressez comme un fruit, vous allez récupérer de l'énergie, c'est l'effet piézoélectrique.
Et dans l'autre sens, si vous donnez de l'énergie à un quartz, il va se mettre à vibrer. C'est comme ça que toutes les montres à quartz fonctionnent, par exemple. Mais ce qui veut dire que la matière elle-même va réagir à l'énergie ambiante. Donc si un mot lui apporte un peu plus d'énergie, eh bien peut-être que ce cristal, lui, il va se mettre en colère, il va se mettre à vibrer. Donc supposons que ce cristal soit en solution, que ce soit de l'eau. Au moment où je vais cristalliser, on peut dire que le cristal, parce que l'eau, la glace sera bien un cristal, va piéger une émotion, va piéger une atmosphère à un moment donné. Alors, ouvrons une petite parenthèse sur les travaux d'Emoto pour ceux qui n'auraient pas suivi. Emoto a procédé de différentes manières. Par exemple, disposer un flacon contenant un liquide de provenance choisie, identifié, entre deux enceintes, deux haut-parleurs pour, lui communiquer, passer le message de la musique. Ou bien poser le flacon sur une photo, ou bien sur un mot simplement. Voilà comment il passe le message dans l'eau. Benveniste, c'est une autre affaire, mais en fait, on en est avec le phénomène de mémoire de l'eau un peu dans l'idée que l'on passe une information. Et ensuite, on peut retrouver dans l'eau, apparemment et communément réputée inerte et capable d'effacer tout à mesure qu'elle reçoit, pas du tout. Elle garde, elle conserve le message, l'information donnée, quel que soit le moyen de procéder. Fin de la parenthèse pour ressasser un petit peu les travaux à la fois d'Emoto et de Benveniste, déjà évoqués sur cette antenne. Bien, donc paradoxe de l'enseignement des choses qui sont pourtant évidentes sous nos yeux mais qu'il faut bien apprendre. Comment se passe la transmission aujourd'hui entre un maître alchimiste ayant réalisé au fil de sa propre initiation, comment communique-t-il à celui qui souhaite l'approcher ? Déjà, la question est bonne, c'est déjà à celui qui souhaite. Donc ça marche pas forcément comme ça. C'est-à-dire que il y a une information qui peut être donnée au plus grand nombre, c'est-à-dire, c'est ce que je fais là, par exemple. On dévoile rien, on donne un goût un peu, on dit un ton. Et puis il y a celui qui est vraiment en quête, c'est-à-dire que lui, il veut faire une démarche. Et cette démarche, il va commencer à la faire tout seul finalement. C'est-à-dire qu'il va chercher par lui-même, et quand il aura trouvé un certain nombre de choses, alors il risque de rencontrer quelqu'un qui va le conduire un peu plus loin sur le chemin. On peut pas dire que on va à la quête d'un maître comme on va dans une école. On dit voilà, tiens, moi ça me prend, j'ai envie de faire de l'alchimie, je prends le bottin, je cherche l'alchimie, je téléphone et je dis voilà, bonjour monsieur, j'aimerais faire ça. C'est pas si simple que ça, parce que entre le désir qu'on a et la volonté de suivre une quête, c'est pas du tout la même chose. À tel point, c'est que quand on suit une quête, bien souvent, on se dit, si j'avais su, j'aurais pas venu. C'est-à-dire que... Encore que, on apprend aussi dans ces déboires. Oui, mais il est facile de le dire quand on en est sorti, mais quand on en est dedans, je connais personne qui a vraiment vécu, on va parler d'épreuves initiatiques, c'est-à-dire en gros perdre ses habitudes, perdre toutes les choses auxquelles on est attaché, et qui se disent, c'était super, si c'était à refaire, je le referais. Non, parce qu'on est passé au-delà de ça. Ceux qui ont touché 2-3 bricoles et qui disent « Oh là là, ça a été dur, mais maintenant j'ai tout compris », non, ils n'ont pas vécu cette quête. Tant qu'il y a jet. Oui. Donc, par conséquent, même de la part du maître, c'est une immense responsabilité de dire à quelqu'un « Voilà, je vais vous transmettre quelque chose ». Parce que on ne peut transmettre que du savoir. On ne peut pas transmettre de connaissances. Ou de la pratique. Voilà, plutôt du savoir. C'est-à-dire que quand quelqu'un va venir vous voir pour faire de l'alchimie, le premier truc qu'il va vous demander, c'est, voilà, moi je vais monter mon creuset, je vais monter mon laboratoire, je vais me mettre au boulot tout de suite. C'est pas ça. Avant de se mettre au travail, il doit penser à la philosophie de l'art. Mais qui aujourd'hui va vouloir passer des années sans rien toucher et uniquement à comprendre cette philosophie de l'art? On est dans une société un peu, on veut tout de suite maintenant, Il faut savoir que quand l'alchimiste, au Moyen-Âge par exemple, ou quand l'apprenti décidait de faire quelque chose, à supposer qu'un maître décide de prendre un apprenti, c'est-à-dire qu'un apprenti va volontairement vers un alchimiste, l'alchimiste, la première chose qu'il va lui dire, c'est va chercher ta matière première. Donc ce qui veut dire que l'alchimiste, il y allait, et il allait pas n'importe où, il allait à Compostelle, bien sûr. Pourquoi ? Parce que compost-stèle, les étoiles dans le compost. Et bien sûr, les étoiles dans le compost, on s'aperçoit que l'antimoine, c'était des nodules polymétalliques, donc contenant de l'antimoine, qui venaient s'échouer sur le bord de la plage. C'est pour ça que celui qui les trouvait revenait avec une coquille. Et qu'on avait le sens. Et c'était bien sûr un pèlerinage pré-chrétien, qui a été repris ensuite. Alors bien sûr, maintenant tout le monde s'arrête à Saint-Jacques, mais c'est pas à Saint-Jacques qu'il faut aller chercher, c'est l'endroit où il y a les coquilles, comme les coquilles l'indiquent.
Donc il allait à pied, bien sûr, chercher son métal, en évitant les bandits de grand chemin, les meutes de loups, les voleurs, et puis une fois qu'il était arrivé là-bas, il prenait son antimoine sur le dos, puis il remontait, puis il arrivait chez lui, s'il avait évité tous les dangers, puis une fois qu'il était chez lui, là, tout ça, ça lui avait pris déjà encore quelques années. On lui disait maintenant, pour travailler, il va te falloir des ballons, il va te falloir des creusets. Va les chercher. C'est en Italie, par exemple. Il repartait à pied, il allait chercher, il évitait tous les dangers. Et puis quand il revenait, et qu'il avait enfin compris, déjà, il avait 20 ans de plus de travail. Donc il avait le temps de penser à la philosophie de l'art. Ce qui veut dire que la première fois qu'il mettait son creuset sur le feu, il y avait réfléchi avant, pendant 15 ans. Qui ferait ça aujourd'hui ? Alors, quel est votre mode de transmission à vous aujourd'hui ? Et c'est peut-être le moment d'aborder la trame. Oui, alors bien sûr. Alors déjà, d'un point de vue alchimique, ma transmission métallique est la même. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire de l'alchimie, je réagirai de la même manière. C'est-à-dire que je donnerai la première expérience à faire et je dirai, voilà, quand tu auras compris cette première expérience, tu viendras me revoir. Et rien de plus. Alors par contre, moi j'ai voulu exprimer le travail du creuset, le travail de l'alchimiste, à travers une voie thérapeutique. C'est-à-dire de dire, voilà, puisque ça marche sur la matière, cette purification, ce réalignement, pourquoi ça ne marcherait pas sur l'être humain ? Donc par conséquent, j'ai inventé une technique qui s'appelle la trame, et qui marche sur le schéma de cohérence du corps. C'est-à-dire, quel en est le principe ? Notre corps, il n'existe pas en tant que tel. C'est comme une fourmilière. Il y a 40 milliards de cellules, 40 milliards d'individus. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on se lève tous les matins en se frappant, en disant quel malheur est le mien, je suis tout seul, on n'est que 40 milliards de milliards. Hein. Et je parle même pas des végétaux ni des minéraux, je parle que des animaux, que des cellules. Si je prends une partie de mes cellules, que je les retire, je leur donne à manger, elles vivent très bien sans moi. Donc on pourrait se poser la question de savoir pourquoi elles restent. Pourquoi finalement on se décompose pas de notre vivant, puis qu'un jour on se décompose. Donc pour que chaque cellule reste à sa place, il faut qu'il y ait un message. Il y a une cohérence. Voilà, qu'il y ait une cohérence et qu'on dise, voilà à chaque cellule, voilà quelle est ta place et voilà à quoi tu sers. Il y a cette cohérence, ce schéma d'information que j'ai traduit sous la forme d'une grille, mais qui est quantique, c'est-à-dire que les liens sont très très petits. Excusez-moi, la perte de cohérence, on appelle ça cancer. Bien que, là je vais me faire brocarder par tout le monde, mais ça fait rien, je vais le dire quand même, pour moi le cancer, c'est pas une maladie. C'est une tentative d'adaptation au milieu. C'est-à-dire que votre colonie ici, notre corps n'est qu'une fourmilière, une colonie. On met les mains sous l'eau chaude, on se brûle. On peut retirer la main. La colonie, c'est sauvegardé. Maintenant, je vais me retrouver dans un système d'agression dans lequel je ne peux pas me soustraire. Par exemple, je suis ici, puis il y a des micro-ondes partout, il y a des radiations, il y a tout ce que vous voulez. Mon corps va réagir à ça. Il va dire, faut fuir cet endroit-là. Mais moi, je ne peux pas fuir. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je vous rappelle que ça fonctionne comme une fourmilière. Donc, quelques cellules vont se dire, va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc, on peut imaginer qu'il y a un ordre cohérent, c'est-à-dire de tout le corps, qui choisissent les cellules les plus résistantes, qui les rend immortelles et qui leur dit, voilà quelle est votre mission maintenant. Vous allez me fabriquer un organe capable de réagir à cette agression. À tel point, c'est qu'on nous dit que c'est une reproduction anarchique des cellules, mais on s'aperçoit que, par exemple, une tumeur est vascularisée. Donc, on ne peut pas imaginer que ça soit fait au hasard. Elle est alimentée, ce qui veut dire que donc c'est bien une politique cohérente de tout le corps, et pas seulement d'une partie qui décide de faire sécession. Et à la limite, on pourrait dire, attention, je dis ça avec des bémols, ça veut pas dire qu'il faut le faire, mais... À moins que la tumeur vampirise l'environnement pour se faire vasculariser. Oui, mais ça voudrait dire à l'intérieur, moi j'invente un nouvel organe pour traiter cette nouvelle agression. Est-ce que le corps a les ressources pour le faire ? Si oui, ça devient une mutation, j'ai un nouvel organe que je vais donner à mes enfants et je vais résister par exemple à l'hydrocarbure, je vais résister aux radiations. Par contre, si ça marche pas, là évidemment, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que il va y avoir dissociation et dissolution de la copropriété. C'est-à-dire que on se dit la colonie elle est plus viable et maintenant tout le monde retourne vivre sa vie. Alors évidemment pour moi qui suis que le gérant temporaire de la copropriété, je trouve ça assez désagréable parce que bien sûr je n'existe que si la colonie est là. Alors la trame, cette technique que vous avez mise au point, est-ce que ça consiste à passer un coup de fer, à repasser sur la nappe que vous évoquiez au début avec ses plis ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on peut considérer que l'information circule à l'intérieur de notre corps d'une manière sinusoïdale. J'entends par là, quand vous prenez un tapis et que vous le secouez, ça fait bien des vagues, de quelque manière que vous secouez le tapis. Donc on peut imaginer que l'énergie circule dans notre corps de la même manière. On peut supposer que ce qui crée une maladie, c'est une altération de circulation de cette énergie. C'est-à-dire que c'est comme un caillou posé sur un tapis.
Et vous pouvez poser un caillou sur un tapis. Quand vous secouez le tapis, vous voyez bien la vague va jusqu'au caillou, mais ensuite elle s'arrête. Elle essaye bien de passer par le côté, mais au niveau du caillou, il n'y a plus rien qui passe. Comme les cellules qui sont dessous sont des animaux autonomes, elles décident de vivre leur vie qui n'est pas forcément cohérente avec le corps. Donc la trame, ça serait une idée de secouer le tapis suffisamment fort pour que le caillou qui est dessus soit chassé. Et à ce moment-là, l'information continue à circuler et on n'a plus cette pathologie. Alors ça, c'est donc sous la forme d'un enseignement, d'une transmission. C'est contenu essentiellement dans les 60 ou 80 pages de ce petit livre au Mercure dauphinois, dont le titre est La trame. Le lecteur, lui, peut se dire, après tout, j'ai fini ma lecture, il y a les schémas, j'ai compris. Il s'agit d'une relation à l'autre. Je pose mes mains sur le corps de l'autre, je trépide certaines régions, j'effleure d'autres. En fait, est-ce que j'ai besoin d'un contact avec l'auteur pour pratiquer ? Non, avec moi, certes non. D'ailleurs, si j'ai fait un livre, c'est justement pour éviter de répéter toujours la même chose et de dire, voilà une méthode simple que vous pouvez employer vous-même. Mais attention, il y a un bémol. C'est pas parce que vous avez lu un livre sur une technique thérapeutique que vous êtes capable d'ouvrir un cabinet et d'avoir des patients. Que ça soit quelque chose qui vous aide à comprendre le fonctionnement de votre propre corps, ou que ça soit quelque chose d'appoint pour votre environnement, ça c'est très possible. Mais le rapport qu'on a avec un patient, c'est pas n'importe quoi. Les gens viennent remettre leur vie entre vos mains. Donc il faut avoir bien sûr les compétences pour ça. Alors généralement ce qui se fait, c'est que maintenant la trame est enseignée plutôt à des gens qui sont dans un corps, je dirais médical, de préférence. Il faut savoir qu'il y a des thèses de doctorat qui ont été faites dessus. Il y en a une à Angers, par exemple, qui a été reçue avec mention. Et il faut savoir qu'il y a des universités qui travaillent dessus et qui font des études scientifiques normales, carrées, avec des groupes témoins sur la trame. Il y en a une à San Diego et il y en a une à Los Angeles. Pour le moment, les États-Unis sont intéressés par ça. En Californie, oui. Voilà, en Californie, qui sont ouverts à un certain nombre de choses. Mais il est très probable qu'il y ait des choses qui se développent en France et que ça soit cette fois dans un milieu où j'allais dire sérieux, c'est une boutade de dire ça, mais en tout cas avec d'une certaine officialité, oui. Voilà, mais surtout avec des résultats mesurables. C'est-à-dire, on s'aperçoit, par exemple, quand on va faire une trame à quelqu'un, c'est pas seulement la secouer, mais si je fais un électroencéphalogramme à la personne, je m'aperçois qu'il y a des choses qui bougent. Si je fais une mesure des marqueurs chimiques du sang avant et après, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui bouge. Si je m'aperçois, par exemple, au niveau des muscles, vous savez, quand on se décontracte, à un moment, les trapèzes sont les derniers à se décontracter. Là, avec une trame, au bout de 5 minutes, on a un effet de décontraction qui nécessiterait, par n'importe quelle autre méthode, à part des produits, bien sûr, au moins une demi-heure ou 3/4 d'heure. Donc on s'aperçoit, puis surtout on s'aperçoit d'une évolution et d'une modification des pathologies. Alors attention, c'est pas de la magie, on tourne pas autour des gens avec des pattes de poulet, et puis les gens se réveillent en disant voilà quelle merveille, tout va bien, c'est extraordinaire. C'est quelque chose que j'ai voulu faire vraiment d'un point de vue de circulation mécanique, c'est-à-dire que c'est ni plus ni moins que chasser des cailloux d'un tapis. Et on s'aperçoit, on peut voir, on peut mesurer. Moi, j'ai fait l'expérience devant plein de gens où je leur ai fait faire surtout l'expérience à eux, en leur disant, voilà, vous connaissez rien, la personne, votre patient ne connaît rien non plus, donc ça peut pas être un système de croyance. Surtout, vous ne dites pas à la personne ce que vous allez lui faire et ce que vous attendez. Et faites la séquence et on va voir s'il se passe quelque chose, pour rester le plus objectif possible. C'est ça, c'est une séquence donc qui dure environ 30 minutes. Pour la connaître, pour la découvrir, la référence, c'est ce livre. Vous avez aussi un site internet ? Voilà, alors il y a un site internet qui parle que de ça maintenant, qui est pas tenu par moi, parce que moi maintenant, je ne forme plus les gens à cette technique, parce qu'il y a des tas de gens qui font ça très bien, et je ne consulte pas non plus, parce que maintenant, il y a des thérapeutes qui utilisent cette technique, il y a à peu près 400 thérapeutes dans le monde qui utilisent cette technique. Donc, oui, il y a le site de la trame, qui donne toutes les informations sur les thérapeutes, qui sont des thérapeutes, ceux qui sont marqués sur le site, c'est des gens qui ont suivi une formation, qui ont eu régulièrement des patients et qui sont considérés comme des gens ayant un peu travaillé. Bon, il y a beaucoup de personnels médicaux, paramédicaux quand même, qui sont intéressés, qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas pour les raisons que vous imaginez. Donc c'est ceux qui sont sur le site, généralement, on peut jamais préjuger, mais c'est des gens sérieux. Alors le site commence par HTTP. Voilà, c'est donc www.la-trame.com. Simple. Pourquoi est-ce que les dragons sont aussi présents dans l'alchimie ? Ça c'est une vieille histoire. Le dragon représente le feu d'en bas, c'est-à-dire finalement notre quête, la lumière qui est tombée à l'intérieur de la matière.
Et ça, c'est une vieille histoire, l'histoire de Lucifer. Vous savez, cet ange déçu ou déchu, qui a chu, dont l'attribut était une émeraude qu'il portait au front. Et quand il est tombé sur la terre, eh bien, il a laissé cette émeraude par terre. Et donc, c'est l'association déjà de la couleur verte. En plus, il représente ce feu, cette lumière à l'intérieur. Alors, le dragon, de tout temps, va représenter la connaissance des choses cachées. Car Lucifer possédait la connaissance des choses cachées. Et de tout temps, d'ailleurs, ce dragon, ou ce diable, au sens du diabole, celui qui fractionne, a eu une couleur verte. D'ailleurs, n'oubliez pas que la couleur du diable, ça a toujours été le vert, hein, c'est très récent que c'est le rouge. Le pervers, c'est quand même lui. Donc, on va retrouver cette couleur de la connaissance des choses cachées qu'on retrouve chez Goethe, par exemple, avec le serpent vert, mais qu'on retrouve aussi chez Merlin, quand il va dire à son disciple « Si tu vois la connaissance en une seule fois, tu seras consumé par elle. » Et cette connaissance, Merlin l'appelle le dragon. On peut dire que le beau chevalier représente celui qui fait une quête. Et le dragon représente celui qui garde le feu à l'intérieur. Et vous remarquerez que le beau chevalier, eh bien, il a toujours 3 épreuves. Et une fois qu'il passe ces 3 épreuves, eh bien, il réussit à maîtriser le dragon. D'ailleurs, il le tue pas, il le terrasse. C'est-à-dire qu'il le met en terre. Et une fois qu'il l'a mis en terre, il peut récupérer le feu du dragon. Et il est nommé roi lui-même. C'est-à-dire qu'il porte une couronne qui montre qu'il a la lumière sur la tête. Donc ce dragon sera toujours dépositaire et gardien des trésors. J'entends bien sûr les 13 ors, qui va être aussi 13 étapes à suivre, ou plutôt les années où il va se passer 13 événements, on peut dire 13 lunes. Là sera la quête du dragon. Il faut savoir que ça, c'est la vision un peu occidentale du dragon. Mais on va retrouver ça aussi, par exemple, chez les Chinois, où là, le dragon va être l'intercesseur entre les hommes et les dieux, puisque c'est lui qui va aller porter les prières. Mais on va retrouver ça aussi chez les Égyptiens sous la forme du serpent, qui va être le serpent qui dévore le soleil, qui veut dévorer le soleil, mais qui est remis à terre par le dieu Seth. On retrouve finalement cet intercesseur, ce serpent, ce lézard, celui qui possède la connaissance, un peu partout. Un peu comme la tortue. Oui, la tortue, c'est plus un symbole. La sagesse. Voilà, c'est plus une question d'éternité, c'est une question de lenteur. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui revient à la proposition qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire notre quête, est bien la quête de l'immobilité, parce que ce qui nous semble sage est ce qui nous semble immobile. Avec le fameux peu importe de la tortue. Mais ce dragon, donc, est mythologique, qu'on a créé de toutes pièces, en quelque sorte, pour expliquer certaines choses. Ce dragon qui serait aussi dans l'un de vos contes alchimiques, le passeur vers le royaume des morts. Et ça m'a beaucoup surpris. Oui, tout à fait, puisqu'il est l'intercesseur entre les hommes et les dieux. Donc par conséquent, c'est celui qui existe simultanément dans plusieurs réalités. Il a la tête ici et la queue ailleurs. Par conséquent, c'est lui qui va faire le pont. Il va prendre sur son dos, il va emporter d'un monde à l'autre. J'aurais pensé ce personnage qui passe du monde des vivants à celui des morts, pour peu qu'il y ait une différence. J'aurais pensé à un personnage plus neutre que le dragon, qui ne serait, le fait de voir le dragon ne serait qu'un aboutissement, alors que là il est donné à tout le monde de rencontrer ce dragon à la fin de son existence, c'est-à-dire qu'on apprend la sagesse en mourant. C'est pas ce que j'ai dit, d'ailleurs dans le conte il est marqué j'amène les gens qui sont sages. Donc ce qui veut dire que, bien sûr, tout le monde ne peut pas, il est aussi gardien de la voie du milieu. Souvenez-vous, qui combat le dragon, c'est Saint-Michel. Et Saint-Michel, c'est Michael. Et Michael, il a une épée flamboyante. Et Michael représente le gardien de la voie de la lumière, car c'est lui qui pèse les âmes. Il a repris la fonction de la vieille déesse Maat, la déesse égyptienne. Il met d'ailleurs dans un des plateaux de la balance le cœur de l'impétrant et dans l'autre une de ses plumes. Mais il ne faut pas que la plume soit plus lourde que le cœur, il faut que ce soit égal. Le cœur représente les mots et les mots l'émotion. Donc en gros, il pèse notre mouvement, il pèse nos émotions. Et s'il nous trouve suffisamment immobiles, alors il nous laisse passer. Sinon, on est terrassé, c'est-à-dire qu'on est comme le dragon, on revient dans la terre jusqu'à ce qu'on soit capable de libérer notre propre feu. Et c'est pourquoi quand je pense le combat entre Saint-Michel et le dragon, je pense pas personnellement que ce soit un combat. Mais je pense que c'est le feu d'en haut qui tend la main au feu d'en bas. Et si le feu d'en bas est suffisamment subtil, suffisamment léger pour libérer sa matière, alors les deux feux sont réunis et la création est terminée. Et c'est pourquoi il est marqué dans les textes, à la fin des temps, même Lucifer reviendra dans l'unité. Alors on va lier ce dragon à l'actualité, à la culture cinématographique.
On a l'impression que lorsqu'on utilise ces termes et surtout ces idées en relation avec l'alchimie, le dragon entre autres, on s'adresse surtout aux enfants. Bon, on va mettre de côté le Seigneur des Anneaux sur lequel nous allons nous attarder dans quelques instants, mais prenons l'histoire sans fin. Oui, bien que dans l'histoire sans fin, ça soit plutôt un dragon chinois, c'est-à-dire celui qui est intercesseur entre les hommes et les dieux. Je pense que, on dit d'ailleurs, pour l'œuvre, pour arriver au bout, il faut avoir une âme d'enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir une âme d'enfant finalement ? Je pense que il faut être simple. On l'a dit, d'ailleurs on le dit dans les textes avec une mauvaise traduction, qu'on a compris heureux les simples d'esprit parce que le royaume des cieux leur appartient, mais on aurait dû comprendre heureux les simples, virgule, en esprit. C'est-à-dire heureux les pauvres en matière sont riches en esprit. C'est plutôt ça qu'on a voulu dire. Donc par conséquent, on dit, voilà, on adresse ces contes à vous parce que vous êtes capable de les comprendre. Il faut savoir aussi que, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui au cinéma, c'est jamais que des contes modernes. C'est-à-dire, c'est un support nouveau pour transposer des histoires qui étaient racontées de tout temps. Et si vous lisez les contes de fées dans leurs textes originaux, je pense les contes de Grimm par exemple, c'est pas du tout pour les enfants. Et les contes de Grimm, on va les garder pour un peu plus tard. On va rester sur le cinéma pour l'instant. Vous nous parliez d'un film avant cette antenne qui vous semblait assez important. En fait, il y avait deux films. Il y a tout d'abord Excalibur. Il y a Excalibur et il y a aussi Cœur de Dragon. Oui, autant qu'on puisse trouver une sensibilité plus Excalibur que Cœur de Dragon. Excalibur, pour moi, est intéressant parce qu'on reprend, bien sûr, les Chevaliers de la Table Ronde, qui est une tradition de quête de la lumière, d'alignement, puisque le Graal, finalement, n'est jamais pour la chrétienté que ce qui reçoit la lumière. Parce que je vous rappelle que le Graal contient le sang du Christ, mais le Christ c'est le Christos, le cristal, et le cristal c'est celui qui laisse passer la lumière sans résistance. Donc on peut dire seul celui qui est pur est capable de retrouver cette lumière. Et il se trouve que c'est exactement l'histoire qu'on raconte à l'intérieur d'Excalibur, en plus avec les émotions qui nous empêchent de trouver, que les émotions sont pas forcément liées au passage à l'acte. On voit avec Lancelot et Artus qui se disputent la même femme, même si Lancelot est resté très platonique. Donc on voit finalement la quête complète qui est exprimée, et on a Merlin qui est là, qui lui est le plus neutre possible. Il peut se passer n'importe quoi, c'est pas son problème. Tant que le roi fait 1, alors il le suit. Mais dès que le roi fractionne, alors il le laisse tomber. Et c'est pour ça, à un moment, il lui dit un roi, une terre. Et on voit quand le roi n'est pas bien, la terre n'est pas bien, et Merlin, à ce moment-là, l'aide. Alors après, il y a des clés qui sont très intéressantes, qui sont données, des clés chiffrées, qui sont données dans le nombre de chevaliers qu'il y a sur la table ronde. Alors il faut savoir que Merlin n'a pas donné une table, mais 2. Avant d'en donner une au fils, il en donne une au père. Car on voit dans le film qui sert le père, Uther, Pendragon, celui qui a une tête de dragon justement, mais il a que la tête. C'est-à-dire que il lui manque une partie. Il a ce qui va de l'avant, il a ce qui crache du feu, et c'est pourquoi il est plein d'émotions. Alors Merlin appelle le souffle du dragon pour satisfaire ses désirs. En sachant que ce qui est important, ça ne sera pas de satisfaire les désirs du père, mais c'est d'avoir le fils pour pouvoir l'éclairer justement. Mais vous avez évidemment réfléchi à toutes ces symboliques et à ces messages cachés qu'on peut trouver dans ce genre de film. Qu'en avez-vous conclu de ce que veulent faire passer les scénaristes et pourquoi veulent-ils faire passer ces messages-là ? Alors est-ce la poule ou l'œuf ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent faire passer un message ou est-ce que le message est dans l'air ? Aujourd'hui, je pense sincèrement que le message est dans l'air. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que j'entende parler d'alchimie, sans que j'entende dans des choses complètement banales, qui n'ont rien à voir avec le sujet. Je pense que l'homme aujourd'hui est un tournant de sa propre évolution, que ce soit économique, politique, social, religieux, et que par conséquent, il a besoin de se tourner vers autre chose. Et une révolution, comme son nom l'indique, c'est revenir un peu au même endroit. Donc par conséquent, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a des chances de retomber sur les excès, c'est-à-dire les sectes qui arrivent. On a eu ça avec le millénarisme, on a ça maintenant avec les catastrophes. Qui ne dit pas aujourd'hui, on l'entend, c'est une punition de Dieu qui a été envoyée, d'ailleurs pour punir les plus pauvres, ce qui encore est un mauvais système. Et on peut imaginer que Dieu peut punir, ce qui veut dire qu'il a des émotions, donc que c'est pas un Dieu, ce qui est aussi un problème. Mais on peut aussi se dire, voilà, l'homme a envie de retrouver un peu ses sources, et ces sources, c'est toujours les mêmes. Donc par conséquent, on va retomber sur les mêmes histoires, on va retomber sur les mêmes symboles, on va retomber sur les contes de fées. Et ce qu'on lisait à l'époque,
ou les gestes aussi, hein, où on racontait la vie de quelqu'un avec tout, c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui, hein, sauf que les médias sont plus les mêmes, et qu'au lieu d'avoir des textes et des compteurs, ben on a la télévision, et on a les journaux, et on a un certain nombre d'autres choses. Mais je pense que c'est exactement la même chose qui se produit, sans doute pour les mêmes raisons. Je pense qu'il y a immanquablement des gens éclairés. Donc il y a des cinéastes ou des écrivains qui disent des choses parce qu'ils ont pensé au message avant, mais je pense aussi que le message il est sous-jacent et qu'on se laisse porter par une inspiration, et c'est le cas parce que les dieux soufflent, l'homme est inspiré. Nous allons ouvrir le standard pour les auditeurs qui souhaitent vous poser des questions. 08 92 23 95 20 pour rejoindre Patrick Burenstein et pour poser vos questions sur l'alchimie. Alors, il y a Excalibur, il y a Cœur de Dragon qui reste dans... Oui, Cœur de Dragon, parce que c'est vraiment quelque chose bon, c'est un Walt Disney, hein, mais c'est quand même assez intéressant. Bon, déjà, Walt Disney, il a mis des choses intéressantes quand même. Nous allons nous arrêter sur Blanche-Neige. À ma grande surprise, Blanche-Neige fera partie de notre discussion. Écoutez, immanquablement, puisque Blanche-Neige, vous verrez, est assez intéressant. Donc, Walt Disney a utilisé ça, et dans Cœur de Dragon, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le dragon est pur, malgré son apparence, et par contre, le roi, lui, est impur. Et pour rendre le roi un peu plus pur, le dragon accepte de partager son cœur en deux et de le donner à ce moment-là à ce roi. Et ce roi lui-même, malgré le cœur de dragon qui lui a été donné, garde son impureté à l'intérieur. Et on est obligé de sacrifier le dragon pour tuer en même temps le roi qui est mauvais. Donc c'est quand même une histoire qui dit que l'alignement, la pureté est pas si simple que ça, et que même si le dragon, pour une fois, qui est représenté comme un personnage positif, et que le roi, qui est représenté pour une fois comme un personnage mauvais, et que c'est le dragon qui accepte de disparaître, c'est quand même une histoire assez extraordinaire, quoi. Et Blanche-Neige dans quelques instants. 08 92 23 95 20 pour intervenir. Nous accueillons Frédéric. Oui, alors bonjour à tous, bonjour aux auditeurs et bonne année. Oui, t'as oublié Panoramix en termes d'alchimie. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, oui, mais c'est pas si faux que ça en plus. Ah ouais. Excusez-moi, oui, je voulais juste vous dire, par exemple, au niveau de l'alchimie, est-ce que vous pensez pas que cette histoire de pierre philosophale, c'est finalement fait pour éloigner, je dirais, parce qu'en fait, la vraie quête de l'alchimie, c'est pas la pierre philosophale. En fait, ça, je pense que c'est le dicton populaire, quoi. Je dirais que c'est un peu l'idée qu'on... Est-ce que vous pensez pas que c'est aussi pour éloigner, je dirais, les gens, soit mal intentionnés, soit trop, comment dirais-je, trop attirés par l'argent, ou alors créer une espèce de société, parce que c'est quand même très élitiste, quand même, l'alchimie. Je veux dire, c'est réservé à des initiés. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quand même ce côté, dans l'alchimie, est-ce qu'il n'y a pas quand même ce côté secret où une espèce de club fermé? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais déjà il y a plusieurs choses. La première, je pense pas que l'alchimie soit quelque chose d'élitiste, c'est quelque chose qui nécessite un travail. Mais je veux dire que les informations, elles sont là. Elles sont partout, elles sont dans tous les lieux, elles sont devant nos yeux. C'est-à-dire qu'il y en a qui se donnent la peine, je dirais, de chercher, mais parce que c'est leur envie, et d'autres non. Je pense qu'en aucun cas, ça peut être quelque chose d'élitiste. Maintenant, la question, est-ce que ça peut tomber entre de mauvaises mains, et est-ce que la pierre n'est pas une vue de l'esprit plutôt qu'une réalité ? L'idée de la pierre philosophale, ou l'idée d'une quête, c'est d'être en chaque chose et que chaque chose soit en vous. Donc, le fait d'avoir de mauvaises intentions fait qu'on ne peut pas la trouver. On cherche à rassembler les choses. Vouloir posséder la fortune ou vouloir posséder le pouvoir est au contraire quelque chose qui fractionne. Il y a une règle mathématique simple, qui est pour que peu ait beaucoup, il faut qu'il y en ait beaucoup qui ait peu. Et là, c'est pas du tout notre conception, c'est-à-dire qu'on essaye de rassembler, d'associer les choses. Et je voulais vous demander aussi, est-ce que vous pensez pas que certaines inventions, certains inventeurs avaient gardé cette tradition, je dirais, alchimiste? Je pense par exemple, les gens qui ont inventé la radio, je veux dire, c'est pas... Quelqu'un de rationnel n'aurait pas pu Enfin, je me suis toujours posé la question sur certaines inventions, quoi. Comment le type a réussi, je veux dire, même ne serait-ce qu'y croire.
Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Est-ce que vous pensez pas que pour certaines inventions, quelque part, il fallait avoir un côté un peu ésotérique parce que c'est Pour comprendre qu'on avait des ondes à décoder qui étaient autour de nous. ouais, voilà, parce que finalement, si je veux dire la radio par exemple, pour moi c'est plus magique à la limite que de transformer le plan en or. Mais même si vous retournez au Moyen Âge, si on amenait quelqu'un du Moyen Âge, je pense qu'il trouverait beaucoup plus même la télévision, la radio, beaucoup plus, je dirais, magique et extraordinaire que le fait de transformer du plomb en or. Ah bah c'est sûr, mais je suis complètement d'accord avec vous, c'est pour ça qu'on le fait pas d'ailleurs. Ouais. Mais, non, mais c'est vrai que moi je me suis toujours posé la question, est-ce que finalement il y a parmi des savants, est-ce que finalement je dirais ceux qui ont fait les plus grandes découvertes, c'est quelque part des gens qui avaient... parce qu'on sait que la physique moderne n'aurait jamais pu se développer sans l'alchimie. oui, mais parce que l'un découle de l'autre. Mais je pense que les gens qui ont fait des découvertes, c'était déjà des gens qui n'étaient pas enfermés dans leurs habitudes. C'est des gens capables de penser autrement. C'est peut-être ça le rôle du génie. À tel point, c'est que quand quelqu'un est un génie, par la majorité des autres, il est traité de fou. Parce qu'il est capable de penser autrement. Je pense à Galilée quand il dit la Terre est ronde, il risque le budget quand même. Et pendant des siècles, on a persuadé tout le monde que la Terre était plate. Donc, c'est comme Aristote qui disait que la matière était composée exactement d'eau, de terre. Enfin, il a bloqué la science pendant... Enfin, c'était son point de vue. Ouais. Disons qu'après, on se soit calé dessus et qu'on ait trouvé ça très confortable pour nous et très pratique. Mais il n'y a pas de raison qu'on ait fait ce genre de choses. Mais moi, je pense que c'est pas forcément des gens qui étaient des alchimistes. J'adorerais pouvoir dire que tous ceux qu'on trouvait, c'est des alchimistes, mais c'est loin d'être le cas. Mais je pense que c'était des visionnaires, c'est-à-dire des gens capables de percevoir leur univers autrement. Voilà, c'est Merci. ça, oui, c'est sûr. Une conclusion, Frédéric? Non, en tout cas, je voulais dire que c'était... j'ai bu vos paroles, moi, depuis le début de l'émission, et je pense qu'on doit être pas mal dans ce cas-là, quoi. Vraiment très très intéressant, cette émission. Merci Frédéric. Voilà. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Ahmed, bonjour. Oui, bonjour à tous les deux. Je voulais vous demander par rapport à l'alchimie taoïste. Est-ce que tu peux éteindre ta radio, s'il te plaît? Ouais, Oui. parce que ça fait un écho énorme. Excusez-moi. Oui, alors, par rapport à l'alchimie taoïste. Allô? Oui. Donc, par rapport au ki, ça vous dit quelque chose? Par rapport Au ki, à l'énergie. Ah oui, bien sûr. Mais, alors, il y a une voie qui est l'alchimie taoïste dont j'ai pas parlé, mais j'en ai un tout petit peu parlé en parlant de cinabre, parce que là, on parle de champ du cinabre. Oui. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de faire passer la lumière ou l'énergie à travers soi. Donc, par conséquent, si on considère qu'il y a des points d'énergie à l'intérieur de son corps, qui sont chez les extrêmes orientaux, les champs du cinabre, qui sont situés à 3 points, un qui est au sacrum, c'est pas un hasard si ça s'appelle le sacrum, un endroit sacré, un qui est 2 doigts à droite du plexus solaire, et un qui est au niveau de la gorge. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'être capable d'aligner ces 3 points du cinabre pour faire passer une énergie à ce moment-là colossale. Et si je suis capable de faire passer cette énergie, eh bien je vais être capable de la concentrer. Et si je suis capable de la concentrer, je vais pouvoir utiliser mon souffle à partir de ça, et à ce moment-là, utiliser le ki, cette énergie, capable de la faire rayonner vers l'extérieur. Alors souvent c'était quelque chose qui était rayonné vers l'extérieur, par exemple en combat, mais ça peut être quelque chose qui est rayonné vers l'intérieur pour se réaligner. Et c'est là finalement le but. Je vous rappelle... Oui. Oui, parce qu'on m'a dit qu'on pouvait se soigner, que les anciens taoïstes se soignaient comme ça. Tout à fait, bien sûr, puisqu'ils se réalignent à travers leur souffle intérieur. Voilà. Ils emmagasinaient cette énergie et la faisaient aller à l'endroit où ils avaient un petit problème, ou je sais pas quoi, et puis ils se soignaient comme ça, quoi. Exactement, tout à fait. On utilise la respiration, le souffle pour ça, oui. Voilà, Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et je vous écoute. Très bien, Merci. au revoir. À plus. Nous accueillons maintenant Tristan.